Le 13 septembre 1984. Lettre posthume pour Carmen. Suite à une lettre de Jean-Marie Baron, le fils de Carmen, qui demandait à Tzadprem d'écrire quelque chose sur Carmen dans un livre qu'il prépare, Sujata a répondu brièvement. C'est seulement hier que Tzadprem a reçu ton mot. Il a beaucoup essayé d'écrire quelque chose pour notre Carmen, mais il est à des millions de lieues de toute expression mentale. Il est dans une expérience difficile, on pourrait dire dangereuse. Il me charge donc de te dire que si ces lignes sur Carmen détonnent avec le reste de ton manuscrit, tu peux les déchirer sans aucun mal. Carmen n'en rira pas moins. S'il y avait une poste céleste, j'écrirais bien un mot à Carmen. Mais après tout, le ciel n'est peut-être pas si loin, et j'ai rencontré Carmen plus d'une fois depuis qu'elle est censément partie, et toujours avec autant d'humour et de rire. Les hommes sont bien fous dans leur idée de la mort, sans parler de leur idée de la vie, mais c'est peut-être pareil. La dernière fois donc, c'était si drôle et inattendu. Je trouve notre Carmen, la tête en bas et les pieds en l'air. Et de me dire, avec son rire si clair, si délicieux, « Tu vois, avant je faisais le yoga les pieds par terre et la tête au ciel, maintenant je le fais les pieds au ciel et la tête vers la terre. » Et que dirais-je dans mon mot à Carmen? La terre, c'est ce qui l'intéressait. L'avenir, c'est ce qui l'intéressait. L'être nouveau, annoncé par Sri Aurobindo. Et Auroville raconte. Bon. Les affaires de la terre ne vont pas si bien, ma Carmen. Mais c'est tant mieux. Les sociétés et les hommes ne s'améliorent pas. Mais c'est tant mieux. On est en train de préparer une surprise dont les hommes ne se remettront pas. Jamais. Car ils n'ont pas besoin de se remettre. C'est tout défait. C'est l'heure où l'on est en train de se refaire, comme au tournant du Pléistocène. Et ça se fait, je te le jure. D'ailleurs, tu as une meilleure vue que moi maintenant. Et je n'ai pas besoin de te dire que la petite rivière qui cascade dans la prairie, comme toi, qui cascadait si bien et si limpide, n'était pas partie depuis tant de millions d'années du haut des montagnes évolutives, point d'exclamation entre parenthèses, pour faire de la tristesse scientifique et des petits hommes avides. On y va. Il n'y a que le triste qui s'en va. Il n'y a que la peine qui s'en va. Et si, de nous, quelque chose reste dans la prochaine espèce, ce sera bien le rire et l'humour. Alors, à bientôt. Oh, ma Carmen, limpide comme toi, je n'en connais point. On s'aime, Tzadprem. 14 septembre 1984. Tout le chagrin, tout le supplice, c'est la mort qui vous l'inflige en partant. Et elle veut vous faire croire que c'est la vie nouvelle qui va vous faire mourir et qui vous peine. Ô mort, plus jamais je ne croirai en toi. Ô mort, tu es démasqué. Soir. L'Inde commence, entre guillemets, à être tout à fait démente. Le règne de Nehru et du Mahatma, dit Gandhi, tire à sa fin. Nuit du 14 au 15 septembre 1984. Vision. Le bateau de commandement d'Auroville, ou peut-être d'Auroville, tout court, un moteur très puissant, encombré d'objets hétéroclites.
personne ne met le moteur en marche. La marée reflue, et d'un moment à l'autre, le bateau pouvait s'échouer. Il restait peut-être 20 centimètres d'eau sous la quille. Il n'y avait pas de temps à perdre, un fond de vase. Mère était là et je lui montrais ce moteur avec une sorte de question, comme si il faudrait un moteur plus puissant. Celui qui était là ressemblait au gros moteur marin Evinrude. Mère m'a répondu « Mais tu vas le faire couler, ton bateau, si tu mets un moteur plus gros. » Et elle riait. Ce n'est peut-être pas seulement le bateau d'Auroville, mais le bateau du monde. Il reste 20 centimètres d'eau sous la quille. Le temps compte. Soir. Allongé dans le torrent bleu, tout le travail semble consister à annuler le corps, les fibres nerveuses, toute l'existence individuelle du corps, se faire aussi nul, mou, entre guillemets, ou poreux, aussi inexistant que possible. C'est simplement une sorte de lieu de passage du torrent. Je comprends de mieux en mieux pourquoi il faut rester allongé, à l'abandon. Sujata me faisait remarquer l'autre jour que l'accident de Sri Aurobindo, sa jambe cassée, n'avait peut-être pas été accidentel, après tout. Ce qui est merveilleux, c'est que le divin trouve une utilité à tout. J'entends de plus en plus cette grande onde, comme si elle me portait ou m'emportait. Conversation avec Sujata, le bateau de commandement d'Auroville. Je serai bref, je ne crois pas que cela ait un intérêt extraordinaire. Sûrement, cela n'a pas un intérêt extraordinaire, mais puisque cela concerne Auroville et que l'on me l'a montré, et qu'on me l'a montré, c'est après que j'ai compris qu'il s'agissait d'Auroville. Il y avait un bateau, pas un très grand bateau, un bateau en bois, et c'était comme un port, et dedans il y avait un bateau de commandement. Je ne voyais personne à bord. Il s'agissait du moteur de ce bateau. Je me demandais s'il ne fallait pas un moteur plus puissant. Et alors on me montrait différents moteurs et je me rendais bien compte, ou on me faisait comprendre, que si je mettais plus de puissance, un moteur plus puissant, c'est le bateau qui coulerait. Il serait trop lourd pour le bateau. Et puis je me suis dit, bon, je vais regarder le moteur de ce bateau. Et mon Dieu, c'était un moteur très puissant. Mais il y avait dessus un encombrement de tas d'outils, de chaînes, de vélos, de je ne sais quoi, toutes sortes de choses qui n'avaient rien à voir avec le moteur. Il fallait que le moteur soit dégagé, tout simplement. Et alors, il était très puissant. Et je regardais, et je me suis aperçu qu'on était comme au fond d'un port à marée descendante. Le fond était peut-être à 15 ou 20 centimètres de distance, un fond de boue. Et la marée refluait. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, si l'on ne se dépêchait pas, le bateau allait s'échouer. Et il y avait autour de lui, comme dans un port, plusieurs gros bateaux qui étaient là, qui barraient le passage et qui empêchaient. Mais il y avait de la place pour passer et il fallait faire vite parce que le bateau allait s'échouer d'une minute à l'autre. Tu sais, à la marée descendante, ça va vite. Et il restait cela d'eau, au fond. Et avec la puissance du moteur, je regardais, je comprenais en marin si tu veux. Avec la puissance de ce moteur, on peut sortir. Et simplement, j'ai jeté tout ce qui était à encombrer inutilement ce moteur. Si l'on faisait vite, on pouvait éviter de s'échouer. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, tout simplement. Je voyais tout cela se dérouler devant moi. Et à la fin, il y a quelque chose qui m'a dit, ou j'ai dit en moi, tiens, il faudra que je dise ça à Patrice. Alors c'est comme cela que j'ai compris. Il faut dire à Patrice,
C'est pour cela que j'ai compris qu'il s'agissait d'Auroville. Il n'y avait pas de moteur à changer. Toute la puissance était là. C'était un moteur très puissant. Il était encombré d'un tas de samans impossibles, note de bas de page, saman motamoul, qui correspondrait à bric-à-brac. C'est le cas de le dire, vraiment des samans. Et cette eau qui filait, et le port se vidait, et je savais qu'on avait juste le temps de passer. Je voyais cela vraiment avec l'œil du marin. C'est l'œil du marin qui regardait cela. Il y avait d'autres bateaux qui encombraient. Ça, on comprend ce que cela veut dire. D'ailleurs, on pouvait passer. Mais qui vous montrait ces autres moteurs? Non, c'est moi qui me posais la question. Je n'étais pas encore allé à bord, je regardais ce bateau et je me disais, est-ce qu'il ne faut pas un moteur plus puissant? Alors on me montrait de ces gros moteurs, des énormes choses, et en même temps on me faisait comprendre que le moteur serait plus lourd que le bateau. Et à ce moment-là, je suis allé à bord et j'ai regardé ce moteur, qui était un moteur très puissant, très suffisant. Il fallait enlever tous ces samans qui étaient dessus. Et puis il fallait se dépêcher parce que la marée refluait et le fond était tout près. C'était vraiment un fond de boue. Et si l'on ne se dépêchait pas, il allait être trop tard. Et à la fin, c'est comme si l'on me disait, ou je me disais, il faut dire cela à Patrice. Comme si Patrice était quelque part de l'autre côté de ces bateaux. Mais quand même, vous n'avez pas commencé à jeter des choses par-dessus bord? Si, j'ai commencé à enlever tous ces samans. Oui, je les retirais. Je me disais, mais qu'est-ce que ça fiche là? Je n'ai pas le souvenir de les avoir jetés par-dessus bord parce que c'est seulement après que j'ai vu qu'il y avait... Mais je les enlevais. Enfin, cela a un sens. Je ne crois pas que ce soit rien de nouveau, mais enfin, puisqu'on me le montre, je le dis, c'est tout. C'est évident qu'il n'y a pas de temps à perdre pour nulle personne, nulle part. Et il n'y avait personne sur les autres bateaux? Non, je n'ai vu personne. Sur les autres bateaux, ils étaient beaucoup plus gros, probablement, c'était des obstacles, c'était de grands trucs. Mais ça, tu sais, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, ces gens. C'est qu'il y a une puissance formidable qui est là. Ils ne comprennent pas du tout la puissance. Plus puissant ferait crouler tout. Il y a une puissance formidable, un moteur, un sacré moteur. C'était probablement le bateau du commandement. Ce n'était pas le bateau d'Auroville, probablement le bateau des dirigeants d'Auroville, de ceux qui utilisaient, ou plutôt n'utilisaient pas, la puissance qui est là. Mais peu de temps après avoir envoyé cette lettre dans laquelle je donnais une claque à Auroville, j'ai vu, j'étais probablement dans les montagnes, j'ai vu de loin un bateau comme un torpilleur gris. Un torpilleur, tu sais, c'est rapide, c'est puissant. Et c'était très slick, élancé, très puissant. Un bateau très puissant. Je l'ai vu. Il a accosté, il est monté à terre, point d'exclamation entre parenthèses, il est allé faire une opération, et puis c'était tout. Dans ma conscience, c'était le bateau de mer. Il y avait même des petites lumières dorées qui étaient suspendues, comme il y en a dans les fêtes, qui étaient pendues sur le bateau. Mais un bateau puissant, comme un contre-torpilleur. Et après, j'ai compris. Eh bien, ça, c'est l'opération que Mer essaie de faire à Auroville. Il y a toute la puissance qui est là. Ils en prennent une goutte, ou bien ils le laissent à la rouille. Les gens qui soient sincères, les gens qui sont sincères, il faut qu'ils soient décisifs. Voilà. La morale de tout cela, c'est qu'il y a une puissance vraiment considérable qui est là et que l'on ne s'en sert pas. On l'encombre avec toutes sortes de choses inutiles. Et puis surtout, après cette lettre que j'ai écrite à Auroville, ce contre-torpilleur est tout simplement débarqué à terre. Il est allé à ma droite, je l'ai vu faire. Il y avait une opération à faire et puis c'était fini. Une puissance, gris clair.
J'ai pensé que c'était le bateau de mer. Je me disais, est-ce que mer débarque? D'une certaine façon, elle débarquait. Les gens ne savent pas. Ils n'utilisent pas ou mésutilisent. Plus tard. Je crois bien que ce bateau, c'est le bateau des peu nombreux qui sont fidèles, sincères, en quelque sorte, qui sont les agents de mer ou les serviteurs de mer. Ce n'est pas le bateau de tout Auroville. Je crois que c'est cela. Et une chose importante, c'est que personne ne mettait le moteur en marche. En fait, c'est moi qui essayais de le mettre en marche, parce que je voyais qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Peu après. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas seulement le bateau d'Auroville, c'est peut-être aussi le bateau du monde. En fait, tout se tient. Il n'y a plus beaucoup d'eau sous la quille. Vision de Michel. J'en profite pour vous raconter un rêve sur Auroville que j'ai fait il y a quelques jours, vers le 7 ou 8 septembre. Je ne sais pas si cela a le moindre sens. C'était dans une ville quelque part. Il y avait un groupe d'Aurovilliens, 20 ou 30 peut-être, je me souviens seulement de Gloria. Vous étiez là, et moi aussi, un peu à l'écart. Vous les aviez vus, et avant de les quitter, vous vouliez leur donner quelque chose. Vous vous êtes baissé et avez ramassé une sorte de caillou, mais très joli et blanc, en forme de fer de lance, un peu arrondi ou adouci, et vous vouliez qu'on en trouve d'autres. Je cherchais aussi. Au début, on ne trouvait que des choses un peu salies, avec du bitume, etc. Puis, vous et moi, nous sommes dirigés vers un bâtiment tout près, construit en contrebas, comme un sous-sol, qui avait une grande entrée. Vous cherchiez toujours des cailloux. Mais en fait, vous vous êtes mis à explorer le bâtiment qui avait pas mal de pièces, l'une touchant à l'autre, pas en ligne droite, toutes parfaitement vides. Une impression de ciment propre, gris, comme un bâtiment neuf, juste fini, mais pas encore emménagé. C'est tout ce que je me rappelle. Commentaire de cette après-midi. Rien n'a emménagé. Personne. Pas de ménage, non. Vide. C'est comme ça. C'est l'image du yoga qui est en train de se faire. Pas trop à Auroville. C'est très bien et très intéressant. Merci. Caillou égale matière propre. Ça te prenne. 16 septembre 1984. On se sent brisé, dedans, dehors. Il n'y a pas de mots. Et on sait que c'est une grâce, un privilège. Soir. J'ai dû écrire à X un mot qui résume bien la situation. La vieille vie reflue. La vie nouvelle est un mystère douloureux. Ça vient. The old life is ebbing out. The new life is an aging mystery. It's coming. 17 septembre 1984. C'est comme de mourir lentement, lentement, pendant 1h30. Quelque chose dans le cerveau matériel observait tout, disait « Je suis en train de mourir », mais sans bouger, sans rien, nulle part de peur. Le corps se laissait faire totalement, sans sens de la vie ou de la mort. Simplement, il savait que son cerveau lui disait « ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre ». Mais pour lui, tant que le moment n'était pas là, il n'était pas là. Note de bas de page. C'est curieux, je le remarque une fois de plus. Pour le corps,
les choses n'existent que quand elles sont là, sinon elles sont comme inexistantes. C'est le mental matériel, le cerveau matériel qui façonne maléfiquement le corps. En somme, le corps, la substance matérielle, c'est simplement de la pâte à modeler. Toute l'histoire de l'évolution est là pour nous le dire. Ce que la science ne sait pas, c'est ce qui modèle. Le corps se laissait faire. Le torrent bleu devenait très dense et semblait s'immobiliser, se geler, entre guillemets. Puis de loin en loin, une nouvelle poussée ou une nouvelle vague montait. Quelque part aussi, dans le cerveau matériel, il y avait quelque chose qui disait à Sri Aurobindo et à Mère « Voilà 37 ans que j'essaie de te servir, bien ou mal, et de t'appartenir, bien ou mal. Alors, je continue d'essayer quelques minutes de plus. » C'était une sorte d'observation du phénomène, une constatation sans commentaire ni crainte, mais la sensation matérielle d'être en proie à un mystère ou de subir un mystère, d'être dans le mystère. Voilà, M majuscule. Au fond, je ne sais pas si c'est un apprentissage de la mort ou de la non-existence de la mort. À vrai dire, je ne sais pas ce qui se passe. Soir. Je ne sais pas pourquoi je me souviens souvent de l'histoire de ma grand-mère paternelle à qui l'on avait dit qu'elle allait mourir. C'était une femme simple et bonne. Et puisqu'on lui avait dit, monsieur le docteur lui avait dit qu'elle allait mourir, elle s'était donc sagement mise au lit pour mourir. Et par-dessus le marché, le curé était venu lui donner l'extrême onction, alors tout était réglé. Et elle disait, tapotant le rebord du drap de son lit, « C'est long de mourir. » Mais enfin, elle est morte puisqu'on le lui avait dit. Si on ne le lui avait pas dit, elle ne serait peut-être pas morte. Ces messieurs souriront du haut de leur science pour me dire que naturellement elle serait morte à une autre occasion, et ils auraient raison. Tous les médecins sont mortels, comme le péché et les cobras. Il y a peut-être un monsieur le docteur général ou un monsieur le sorcier en chef qui, il y a quelques millions d'années, a glissé dans le tuyau de l'oreille des hommes qu'ils allaient mourir. Et depuis ce temps-là, les hommes se mettent sagement, plus ou moins sagement, au lit avec l'idée qu'ils vont mourir. C'est peut-être une mauvaise idée. Je me demande si ces cellules cérébrales qui ne se renouvellent pas, les fameux trous dont parlait notre cher professeur de neurologie, n'ont pas précisément un sens évolutif inattendu. Point d'exclamation entre parenthèses. À défaut de surhomme, dont il faut bien constater l'absence regrettable, on pourrait toujours parler de surgâteux, non? Ou des surtroués. Je crois bien que mon ami Voltaire est en train de me donner des coups de coude dans les côtes. Mais c'est vrai, je suis un impie de la science et de la religion, et par-dessus le marché, un impie de l'humanité. 18 septembre 1984, nuit du 17 au 18, extrait de mes bouts de vision. Mon corps courait très vite, et je m'étonnais moi-même. Ce qui est terrible, c'est cette sensation de ne rien savoir, rien comprendre, rien. C'est un rien, quelquefois, qui est au bord de la folie ou de l'imbécilité, je ne sais pas. C'est presque criant. On est allongé là, sur le lit, et qu'est-ce qui se passe ou ne se passe pas? Mourir n'est rien, mais ce no man's land. Soir. Je me rends compte que tant que ce cerveau matériel, ces cellules cérébrales ne changeront pas, rien ne changera, c'est-à-dire un lessivage complet. C'est peut-être ce qui est en train de se produire. Je crois que je suis aux prises avec ce mental très matériel, dangereux,
qui peut vous faire croire n'importe quoi, vous persuader de n'importe quoi, et qui hypnotise toute la vieille vie, tous les corps. Il faut une espèce de refus de l'écouter, alors on ne sait plus quoi ni qui écouter. Et le divin n'est pas bavard. On n'a même pas la sagesse de l'animal. C'est une transition dangereuse. Il faut que l'offrande soit très pure, sinon... Sujata vient de faire un terrible petit dessin. Avec une sorte d'horreur, elle dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il n'est pas dans le livre, le petit dessin. 19 septembre 1984. Avec ou sans mental, le fait brut de ce corps, cette puissance matérielle, c'est la soif. Soif de quoi, on ne sait pas, mais soif. C'est probablement l'aiguillon évolutif. Une matière qui cherche son but, c'est ça qui fait que ça bouge. L'erreur des hommes est de croire que ça veut simplement améliorer l'humain. Autant améliorer les stiosaures. Et le fait est toujours le même. La soif, entre guillemets, doit devenir si grande qu'elle arrive au point où elle défie l'instinct de conservation de l'espèce considérée, quelle qu'elle soit. Alors la limite se brise et on continue. C'est pourquoi chaque transformation est une mort surmontée et une folie dépassée. C'est la nudité de la transition qui est difficile, sans que cette nudité s'emplisse de mort. Mère disait bien, plus ça, pas encore ça. On pourrait dire, plus vivant, pas mort. Dans la sensation physique, c'est tout à fait comme si, pas comme si, les fibres nerveuses du corps continuaient à percevoir et à palper et à sentir avec des membres amputés. Ce n'est plus là, mais on continue de sentir douloureusement. C'est cela, comme une existence fantôme. Mais un fantôme à l'envers, c'est-à-dire que l'on n'est pas dans la tombe. C'est la vieille vie qui est dans la tombe. On est au dehors dans je ne sais pas quoi. C'est toujours le même métier. Transformer le chagrin en aspiration nouvelle. Transformer la mort en puissance de vie nouvelle. Indéfiniment. Presque à chaque minute. Et le ressort le plus puissant pour moi tient à ce chagrin même et à cette mort même, c'est « Oh, il faut une autre manière d'être sur terre. » C'est vécu. Après-midi. Il s'est passé quelque chose de miraculeux et si extraordinairement simple que je ne saurais même pas l'expliquer. Un miracle. Cela n'a absolument l'air de rien et c'est peut-être bien formidable, je ne sais pas. Il faudrait voir si cela dure, si c'est fait, établi. Il y avait ces grandes vagues bleues qui montaient de plus en plus denses, presque brûlantes de sensations, mais la brûlure venait peut-être de l'intensité trop forte pour l'étroitesse des nerfs et vaisseaux. Et ce mental cérébral, matériel, regardait cela avec autant de sang-froid qu'il pouvait, mais surtout quand ces vagues denses traversaient lentement le cerveau, ce mental avait la sensation ou l'impression « bon, n'importe quoi peut arriver ». Mais il essayait de se laisser faire. Il n'avait pas peur, comme s'il était assez dominé et maîtrisé. Mais
Il y avait ce mais dans le fond, quelque chose qui sentait, sans oser sentir. Sait-on jamais? Enfin, il y avait une sorte de catastrophe, entre guillemets, qui l'attendait ou qui attendait le corps au coin, et il fallait être à la hauteur, entre guillemets, avoir du courage et du calme. Et puis ce mental cérébral, tout d'un coup, a regardé les cellules plus bas, dans le reste du corps, et il a eu une sorte d'étonnement. Tiens, mais ces cellules n'ont pas peur du tout, comme si c'était rien pour elles. Et il a eu une minute ou une seconde d'étonnement. Et alors, c'est là où il s'est produit quelque chose de miraculeux et de simple au-delà du disciple. Toutes ces cellules, ces myriades de cellules plus bas, entre guillemets, étaient comme pleines d'un sourire. Le mental cérébral matériel a regardé ça avec une espèce de stupéfaction, et tout d'un coup il s'est dit, mais c'était une révélation pour lui. Elles savent. Comme si ce mental cérébral matériel s'apercevait tout d'un coup, mais elles savent mieux que moi. Et subitement, sans que je sache comment, il s'est tu. Une abolition ou une dissolution ou quoi, je n'en sais rien. Pendant près de 2 heures, je ne l'ai pas entendu murmurer une seule fois, ni susurrer une seule fois, ni semer discrètement ses alarmes ou ses commentaires catastrophiques. Pas un seul « je vais mourir ». Peut-être « je ». Il n'y avait plus ce « je-là ». Il y avait seulement, simplement, ces milliards de cellules qui savaient, on ne peut plus naturellement au monde, que c'était mère et que c'était Sri Aurobindo qui arrivait. Il n'y avait pas de phénomène qui se passait, il n'y avait pas même quelque chose qui arrivait. Il y avait mère et Sri Aurobindo qui étaient là. Et alors, le plus simplement du monde, elles essayaient de se faire aussi simple, transparente que possible, et de fondre dans eux sans plus. Il n'y avait ni vie, ni mort, ni phénomène, ni difficulté, rien. Il y avait eux, lettre capitale. C'était eux, elles étaient eux, oserait-on dire. Bien sûr, c'était un peu difficile d'une certaine manière parce que c'était inusité et fort. L'autre aurait dit formidablement fort. Mais il suffisait de se laisser couler là-dedans, fondre, disparaître, engloutir, submerger là-dedans. Et c'était absolument simple. Le mental cérébral, matériel, physique, disparu. Lettre capitale. Muet. Pendant près de 2 heures. Et alors je m'aperçois à quel point il raidissait tout, dramatisait tout, mortalisait tout. Enfin, s'apprêtait et apprêtait tout le corps à la catastrophe imminente, entre guillemets. Bien qu'avec la foi que c'était une épreuve à traverser. Mais là, ces cellules n'avaient pas besoin de foi, pas de sentiment d'épreuve à traverser, rien de tout ça. C'était eux, c'était simple et c'était tout. Alors, ce mental cérébral matériel était bien ce que je soupçonnais depuis longtemps, un mental de la mort. Disparu. Tout d'un coup, il était muet.
C'est ce tout d'un coup qui était miraculeux. Tout d'un coup, il a regardé, vu, mais elles savent mieux que moi. Et c'était comme si cela l'avait knocked out, fait sauter d'un seul coup. Étrange. Une fraction de seconde, il y a eu comme une myriade de petits sourires presque malicieux dans toutes les cellules, plus bas, entre guillemets, et pfit, quick, le mental cérébral s'est tu. Il s'est tu pendant près de 2 heures, comme s'il n'était plus, disparu, aboli. C'est simplement étrange. Parce que voilà des mois et des années et des milliers d'heures que je connais ce gaillard et que j'essaie de le dresser, entre guillemets, et de le convaincre. Et là, subitement, simplement, quick, elles savent mieux que moi. Il en était tellement sidéré qu'il s'est tu d'un coup. Non pas qu'il restât en dessous, non. Il n'était en dessous de nulle part. Simplement, il n'était plus. Une euthanasie. Oh! Il faut absolument voir si ça continue. Je ne sais pas si cela a un rapport, mais vers 2 heures de l'après-midi, comme je me reposais, j'ai tout d'un coup vu un feu blanc, comme dans l'âtre de ma cheminée, mais c'était blanc, un feu blanc. Et les flammes étaient comme ces reines marguerites, des flammes de pétales blancs de reines marguerites. Je crois que Mère appelle transparence ces reines marguerites. Cela n'a pas duré longtemps, juste le temps de m'en apercevoir et d'avoir d'une sorte d'éternuement et fuit. Mais tout de même, point d'exclamation entre parenthèses, 2 heures de ce bain-là, c'est phénoménal. 1h50 exactement. D'habitude, au bout d'1h15, je suis groggy. Soir. Et je suis allée au galop faire le tour de la forêt. Je crois bien que ce mental cérébral, c'est le gardien de la conservation de l'espèce. Celui qui veille à ce que tout tourne bien en rond. Et on tourne, et on tourne. J'ai l'impression que c'est une date.